Ce soir dans Riff and Jack, une voix quelque part entre John Baez et Tracy Chapman, une guitare marquée This Machine Travels, un harmonica et des chansons folk rock qui sentent bon les années 60. Avec moi autour de la table, Juju Vagabond and the Troubadours. Les Troubadours sont pas là, on expliquera pourquoi. Bienvenue dans Riff and Jack sur Happiness. Riff and Jack avec JF. Bienvenue Juju. Merci Jeff, merci de m'avoir invité. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir. Ils sont où les Troubadours? Les Troubadours ils bossent, on est samedi et ils ont des cours à donner. Mince, jusqu'au samedi soir. Ah oui. Et oui. This Machine Travels, ta guitare, c'est un clin d'œil à Woody Guthrie, un chanteur américain dans les années 40 qui avait inspiré Bob Dylan avec son This Machine Kills Fascists. C'est un manifeste pour toi? Oui, pour moi c'est à un moment donné parce que je fais du coup le projet Juju Vagabond est vraiment né sur la route comme ça en musique de rue, voyage. On en parlera beaucoup. Et voilà, je cherchais un peu une inscription sur ma guitare et puis j'ai eu cette idée effectivement This Machine Travels avec le petit clin d'œil à Woody. Et Juju Vagabond aussi, c'est un surnom à l'état d'esprit, mais bon, on a parlé pas mal en off de voyage, donc je suppose que c'est directement lié. C'est directement lié, évidemment. Ouais. C'est vraiment ça. On en parlera pas mal. Tu découvres la musique de rue un peu partout, et notamment dans le métro à Montréal. Ouais. C'est quoi le déclencheur de tout ça? Comment c'est arrivé? Il se trouve que j'étais étudiante à Montréal en échange académique là-bas. Et puis j'ai vu que dans le métro, à des emplacements donnés, il y avait des artistes qui jouaient. Je me suis dit, tiens, une façon sympa de faire un peu d'argent de poche et puis de jouer, tester mes compos, de chanter. Et donc tu composais déjà à l'époque. C'était déjà les débuts. C'est quelque chose qui est venu assez vite. Après 4 ans de guitare, j'ai commencé par jouer de la guitare. Avec des parents musiciens, pas du tout. Mon papa gratouillait un petit peu et ma maman jouait un peu de piano, elle avait appris le piano. Ouais. Ma grand-mère chantait dans une chorale, donc c'était pas des musiciens professionnels ou plutôt amateurs qui faisaient ça pour le plaisir, mais des passionnés de musique. Ouais. Et donc, raconte-nous un petit peu ce qui se passe sur ce périple déjà qui commence en Amérique du Nord. Donc j'ai réalisé à ce moment-là que c'est une fenêtre qui s'est ouverte, une porte qui s'est ouverte pour moi parce que j'étais passionné de musique mais je ne voyais pas comment en vivre ou en faire mon métier ou concrètement parce que j'avais pas de formation, j'étais autodidacte. Ouais, mais c'était quand même un but. C'était en tout cas un idéal, je me disais si je pouvais j'aimerais faire ça. Et puis quand j'ai fait mes débuts dans le métro à Montréal comme ça et que je gagnais un petit peu d'argent, c'est la première fois que je gagnais un peu d'argent en faisant ma musique. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, un filon à exploiter un peu là. Ça m'a donné un angle. J'avais envie de voyager aussi, j'avais des grandes envies d'exploration, de voyage. Je me suis dit, je vais combiner les deux, je vais financer mes voyages en jouant ma musique comme ça dans la rue. Donc j'ai exporté le concept depuis le métro de Montréal. Alors, j'ai eu l'occasion partout où je suis allé. Un moment de découvrir Montréal en tant que touriste comme ça, j'ai vu qu'effectivement Montréal était très très foisonnante en termes de musique de rue notamment. C'est plus facile là-bas en fait justement de pouvoir s'exprimer dans les rues. Non, au final, je me suis rendu compte que c'était possible partout. C'est juste que là-bas, c'était organisé dans le métro. Il y avait des emplacements, il y avait des créneaux horaires, il y avait tout ça. Donc, c'était une bonne façon de démarrer dans un cadre un peu, justement, un peu organisé, pas totalement sauvage. Mais en fait, après, quand je suis revenu en Europe et que j'ai voyagé, notamment à vélo, je l'ai fait spontanément dans les différentes villes et endroits où je suis allé. Et la plupart du temps, ça passe très bien. Il y a quelques endroits, quelques villes où des fois, la patrouille débarque et dit non, on n'a pas le droit, il faut une autorisation ici et ça. Mais dans 90% des cas, ça se passe vraiment très bien. Tu n'es jamais retrouvé en zonzon? Non, ça va. Neil Young, John Baez, Johnny Mitchell, Mark Knopfler, on est en plein folk américain des années 60-70. Comment on en arrive là quand on grandit en fait dans les Hauts-de-France, tu viens de Holt. Oui. Alors, mon papa est anglais, ma maman est prof d'anglais. Ils écoutaient beaucoup de musique anglophone et notamment folk rock nord-américaine. Ma maman a tous les vinyles de John Denver. Mon papa écoutait Neil Young, Crosby, Stills & Nash, donc j'ai baigné dedans. Oui. Et tu es plutôt content du coup du coup c'est mes premiers fans et donc ils sont hyper contents à chaque fois que je sors une nouvelle chanson, un nouvel album parce que c'est en plein dans leur style musical. Tu vas encore sur les concerts? Oui. Bien sûr, toujours là. Oui, toujours là. D'ailleurs ils étaient là le soir où nous on s'est rencontrés à la Péniche. Voilà.
C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se rencontrer justement à la péninsule Célestine sur un concert là, qui est, voilà, on sentait qu'il y avait une bonne ambiance, hein, c'était plutôt bien sympa. Ouais, tout à fait, en première partie d'Orca, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans cette émission aussi. La guitare, l'harmonica, le sifflement aussi à la Bob Dylan en solo et en groupe avec les Troubadours, c'est plus rock, plus péchu. Tu vis comment cette double identité finalement? Oui, avec les Troubadours, c'est une extension de ce que je fais qui donne effectivement une dimension plus folk rock et parfois un petit peu bluesy. Et donc c'est vachement sympa, ça me permet d'élargir un peu l'horizon. De toucher un autre. Après, c'est parce que la dénomination folk, les morceaux que je fais sont pas nécessairement systématiquement folk, mais c'est vrai que dès qu'on les interprète juste guitare, chant, harmonica, ça sonne folk. Bah forcément, oui. Mais si on joue exactement la même chose avec basse et batterie, ça devient un peu moins folk. Donc voilà, c'est ça permet vraiment de toucher un autre public, de jouer dans d'autres types de scènes aussi, des endroits qui peut-être ne prendraient pas en solo, en guitare-voix. C'est ce qui nous a permis d'être sélectionnés à Rétro C'est Trop l'année dernière au festival. Ça, c'est quelque chose qui a déclenché, qui a fait boule de neige un peu sur d'autres choses. Belle expérience, tu pourras en parler aussi peut-être de cette expérience Rétro C'est Trop, mais ça doit être quelque chose. Ah oui, très sympa aussi. En étant sur scène. Vous êtes rencontrés comment avec les Troubadours alors? C'est venu de Didier, le batteur, en fait, parce que j'ai joué, sa compagne travaille dans une médiathèque. Et moi, je suis allé faire un concert en solo dans cette médiathèque. Et elle a dit tout de suite, elle a dit ça, mon compagnon Didier, que je connaissais pas encore à ce moment-là, il va adorer sans plein. Je sais plus si elle avait acheté ou je lui ai donné des albums pour qu'elle lui fasse écouter. Et effectivement, Didier m'a contacté ensuite en me disant, écoute, j'adore, je voudrais vraiment, me mettre au service de ta musique, apporter ce que moi je peux apporter sur tes chansons. Et puis il se trouvait qu'il dit, je connais quelqu'un d'autre qui est Romain, notre bassiste, qui sera très content de rejoindre l'aventure aussi. Voilà. On a fait un ou deux premiers tests en répétition et tout de suite, il y a des fois c'est magique, ça colle tout de suite. Il y avait de l'alchimie humaine et musicale. Ça fait quelques temps maintenant. Et donc voilà, ça fait. Écoute, on a lancé ça en 2025. On a fait nos premiers concerts. Donc c'est relativement récent, 2025. On a commencé à répéter à l'automne 2024, premier concert au printemps de l'année qui suit, et puis voilà, et très rapidement il y a des chouettes choses qui sont passées puisqu'on avait été repéré pour Rétro C'est Trop notamment, et puis et voilà, et là maintenant avec d'autres expériences qui vont dont on parlera aussi plutôt qui vous emmènent à bouger beaucoup aussi. Tu as joué en première partie en Belgique, notamment intégré un tribute band féminin des Beatles, donc c'est une expérience qui ont changé quoi en fait artistiquement. C'était extrêmement formateur parce que ça c'était mon premier projet vraiment professionnel. Où on a fait des festivals assez sympas, des scènes assez sympas, et donc pour moi ça a été vraiment j'avais jusque-là eu des groupes divers, de blues, de covers, de reprises pop rock, etc., mais plutôt amateurs à semi-pro. Là c'était vraiment le premier projet avec des tournées, avec des festivals, et ça a duré quand même quelques années puisque ça avait commencé vers 2015-14 et on a fait ça jusque 2018. Qu'est-ce qui t'a rapproché en particulier en fait de cette expérience-là? Comment c'était fait à ce moment-là, j'étais en fait c'est parce que je jouais j'allais dans des jam sessions, des scènes ouvertes, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tiens, il y a un gars qui est en train de monter un projet tribute aux Beatles et je te vois bien à la guitare là-dessus. Et donc il m'a filé le numéro du manager, et j'ai appelé le manager qui m'a dit écoute, dans 1 mois et demi on joue à tel endroit, je t'envoie des vidéos des précédents concerts et des audios des chansons, et tu viens et tu joues. Et donc en fait c'était littéralement j'avais jamais rencontré le groupe ni personne en fait, ni le manager ni le groupe en personne, les autres musiciennes, et on a fait un premier concert en live. C'était bonjour, moi c'est Juju et tout. On a joué, à la fin le manager est venu me voir, il m'a dit c'est bon, et j'ai intégré le projet, puis là on a tourné. Tous tes compos. Donc baptême du feu. Ouais. Du coup, sacrée expérience. Ça a dû être une grosse expérience aussi. Ouais. Tes compos sont exclusivement en anglais, c'est un choix, c'est une évidence pour toi. Tu es bilingue. C'était une évidence. Je pense que mes influences étaient anglophones au moment où j'ai commencé à composer, donc c'est sorti en anglais et pas en français.
Et puis ça continue, du coup c'est devenu un peu ma marque de fabrique, mon style, même si évidemment jouant beaucoup et grandissant dans le Nord, les gens me réclament régulièrement des chansons en français, mais ça va, ils m'en tiennent pas trop rigueur parce que bon, à partir du moment où ils aiment la musique ça passe, puis quand c'est en live ou n'importe, j'essaie toujours de contextualiser un maximum, dire la chanson parle de ça, etc., pour qu'ils puissent se raccrocher si vraiment ils ne comprennent pas l'anglais à quelque chose. Alors ce sera bien que tu nous expliques justement de quoi parlent les chansons. Les chansons qu'on va écouter. Juste après. Comment vous vous situez par rapport à la scène rock folk régionale aujourd'hui ? On essaie de se faire connaître un maximum, de développer la chose. On a beaucoup joué, on a fait quelques chouettes dates, chouettes concerts. Alors moi en solo, parce que maintenant on travaille du coup avec notamment une grosse boîte de prod dans le coin qui est très connue dans notre région, qui est Ginger. Ouais. Et Ginger fait produit énormément de choses, dont le festival dont on parlait, Rétro C3 Tillolois, énormément de groupes connus comme les Goldmen, comme With You Today. Ils ont historiquement fait tourner les Rabbits, autre gros tribute aux Beatles, pendant 20-25 ans. Et oui. Et donc maintenant, on est des fois programmés ou on travaille avec eux. Donc ça, c'est vraiment chouette pour développer le projet. Merci Juju, on va passer à un premier titre en fait de Juju, Vagabond and the Troubadours, qui s'appelle Edge of Your World. Riff and Jack avec JF. De retour sur Happiness dans Riff and Jack, toujours avec Juju, Vagabond and the Troubadours qui ne sont pas là malheureusement. La route, ça nourrit directement l'écriture. On peut tracer une carte avec tes chansons ? Des fois, oui. Il y a des chansons qui sont vraiment nées sur la route. En Europe de l'Est, en Europe du Nord, en Inde, aux États-Unis, au Canada, Alors le circuit, ce serait quoi dans l'ordre ? Dans l'ordre, j'avais commencé vraiment en Europe avec les périples à vélo. J'avais fait d'est en ouest, j'ai fait vers le nord, donc j'ai fini à Budapest, sur le dos. J'ai fini à Oslo. Sur le dos, non, sur le vélo ou en remorque, avec la petite carriole derrière le vélo pour transporter tout le matos. T'as roulé combien de kilomètres ? Beaucoup, des milliers de kilomètres en Europe, parce que il y a certains périples où je suis parti du nord de la France et j'ai fini à Oslo, puis je suis redescendu. Il y a d'autres, je suis parti sur la côte atlantique. Pas toujours, beaucoup en solo. Des fois avec une pote aussi qui était aussi artiste de rue, et donc on avait un projet à deux, donc on faisait ça en duo, mais sinon beaucoup en solo aussi. Donc voilà, l'Europe, après il y a eu les États-Unis, on a fait Montréal, New York, après j'ai fait à Nouvelle-Zélande où j'ai fait Auckland à Queenstown, de l'île du Nord à l'île du Sud, il y a l'Inde aussi, donc voilà, c'est un peu énorme. Avec toutes sortes d'aventures j'imagine qu'il y a la musique bien sûr, mais après, il y a des anecdotes, il y a des rencontres, des galères. Je vois qu'il y a beaucoup de galères. Il y a des galères. Ah oui, quand on voyage comme ça à vélo avec la musique, il y a aussi des galères. On se met pas en danger quand même. Non, mais on se retrouve dans le pétrin. Typiquement, je pense que la plus grosse galère, c'est à Nouvelle-Zélande. Donc j'étais avec tout mon matos, avec le vélo. J'étais sur l'île du Sud, j'étais à 15 jours de l'arrivée. Et j'ai chuté en fait et je me suis cassé le coude et donc fissuré le coude, mais c'était assez pour m'empêcher de faire du vélo. Et donc là c'était compliqué parce que quand c'est comme ça, tu te retrouves, quand tu es en périple à vélo avec autant de matériel, j'avais 5 sacoches plus une guitare. Et tout repose sur le fait que tout ce matériel soit sur le vélo. C'est pas comme quand tu es en backpack où tu as tout sur ton dos. Et là, t'es en mode comment je fais ? Et je me suis dit, je vais devoir abandonner tout mon matériel. Ou comment je continue ? Parce que même si je peux plus faire de vélo, qu'est-ce que je fais de toutes mes sacoches ? Il fallait te soigner aussi sur place. J'imagine aussi que c'était pas forcément. Oui, il y a eu un petit passage aux urgences. Et j'ai retenté, dans un acte de bravoure, j'ai refait 40 km avec un seul bras sur le vélo, en réussissant à tout remettre sur le vélo. Et je me suis flingué le dos. Parce que du coup j'étais déséquilibré, je roulais avec un seul bras, puis que le frein de la roue avant avec un vélo qui fait 40 kilos, donc ça n'allait pas. Donc à la fin de cette première journée de bravoure, j'ai compris que le vélo c'était cuit, il fallait que je fasse une croix dessus. Et donc bon an mal an, après j'ai terminé en bus à chaque fois en amenant le matos, puis le bus faut démonter le vélo en plus, donc ça a été une grave galère pendant les 15 derniers jours pour rejoindre Queenstown et récupérer mon avion du retour. Et est-ce qu'on joue dans la rue en Nouvelle-Zélande comme on le joue en Europe ? Oui, aussi, comme partout, comme aux États-Unis. D'ailleurs, les villes sont très américaines là-bas dans leur design, c'est très quadrillé, c'est des grands boulevards. Mais donc ça se faisait comme partout ailleurs, oui.
Ouais. L'album Paradise en 2021, tu le décrirais comment aujourd'hui avec le recul? C'est un album où toutes les planètes se sont alignées. C'est tombé pendant la période Covid. J'ai commencé à enregistrer cet album 15 jours avant le premier confinement, grand confinement. Et du coup, moi, le premier confinement, je l'ai très bien vécu, puisqu'en fait, du coup, je me suis retrouvé peinarde avec tout plein de temps pour enregistrer mon album. Donc, c'était génial. Après, évidemment, je savais pas que ça allait durer pendant 2 ans et qu'on allait être emmerdé et puis avoir de concerts, et que donc professionnellement, ça allait être très compliqué. Mais à cette période-là, ça a été une parenthèse dorée pour moi. Et donc, c'est vraiment un album très, très riche, très fourni en arrangements. Je me suis donné à cœur joie. J'ai fait tous les arrangements moi-même. J'ai tout enregistré dans ma chambre en autoproduction. Et ça reste aujourd'hui mon album préféré, celui des gens aussi. C'est vraiment celui que je pense le public plébiscite le plus. Il y a beaucoup de leurs chansons préférées dessus, des choses comme I Want You notamment. Et oui, des fois il y a des albums qui comme ça coulent de source, où tout est facile, t'as l'impression que voilà, tu luttes pas avec les chansons, et ça se ressent dans le résultat aussi. Et il sonne très nord-américain. Ouais, d'ailleurs, tu écris en anglais sur des réalités qu'on vit en France. Ça libère quelque chose, du coup? Le fait d'écrire en anglais, comme ça libère ta parole ou... Oui. C'est un processus d'écriture, je pense, très différent avec l'anglais. D'autant plus que moi, je démarre par la musique. Donc, c'est vraiment... Je fonctionne beaucoup avec les sonorités. Et je dis toujours, pour moi, même si j'ai des chansons qui peuvent être très thématiques, pour moi, c'est toujours la chanson qui choisit le thème. Donc souvent, je vais d'abord avoir une idée musicale et puis je vais laisser la chanson me guider vers un thème. Des fois, je chante par-dessus ce qui me vient. Et de ces premières impressions se dégage des fois un thème, un refrain, et je me dis ok, la chanson peut parler de ça. Et donc ensuite la chanson peut aller vers un thème très spécifique qui peut être plus ou moins engagé ou sociétal ou politique, ou alors ça parle d'amour, de famille, de voyage. Mais c'est la chanson qui choisit souvent, c'est pas moi. Et pour toi, donc, du coup, tu pourras exprimer tout ça et surtout bien l'entendre, et du coup, ton public te réclame pas en fait des chansons en français pour pouvoir. De temps en temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. De temps en temps, ils sont un peu frustrés que ce soit pas en français. Mais ce que je leur explique aussi, si c'était en français, ça serait écrit très différemment, ça sonnerait très différent aussi. Et donc voilà. Après, il y a des gens, y compris moi que j'adore, comme Vianney, Clara Luciani, tout ça, qui font très bien en français aussi. Et donc chacun son univers. Un petit peu. J'exclus pas si un jour ça me vient en français, mais dans ce cas-là, je ferai tout l'album en français. Je suis pas archi fan des mélanges, d'avoir une chanson en anglais puis une en français, parce que pour moi, ça, tu changes d'univers. La langue influe vachement sur le ressenti. Donc voilà, s'il y a un album en français, ce sera tout l'album. Et tu composes comment, du coup? Alors ça part des mots, ça part d'un accord, d'une image? Ça part souvent je gratouille sur ma guitare. Et puis là, il y a un enchaînement d'accords ou une ligne où je chantonne par-dessus au hasard. Je fais du yaourt. Et là, il y a quelque chose qui attire mon attention. Une ligne mélodique qui se cale bien sur une grille d'accords. Et je me dis, là, il y a quelque chose, il y a un filon à exploiter. Et voilà, et en partant de cette idée-là, je brode tout le reste de la chanson autour. Mais j'enregistre aussi énormément d'idées. Dès que j'ai une idée, je mets sur mon téléphone tout. J'enregistre tout. Le bon, le moins bon, le très bon, le mauvais. Donc t'as un tas de petits rushs. Et voilà, j'ai plein, j'ai centaines de rushs. Et de temps en temps, quand je suis en panne d'inspiration, je vais réécouter un petit peu mes rushs. Et puis peut-être qu'une idée, sur le coup, j'en pensais trop rien. Je me disais, bon, là, je vois pas trop ce qu'il y a, mais dans le doute, je l'enregistre. Et 9 mois après, 1 an, 3 ans après, je le réécoute, je me dis, ah si, ok, je vois ce que je peux en tirer, je vois ce que je peux faire. Et certaines de mes meilleures chansons sont nées de ça d'ailleurs. Et heureusement que j'ai enregistré l'idée, parce que si je m'étais dit sur le coup, bon, il n'y a rien, là, il y a rien de bon à en tirer, et en fait, la chanson n'existerait pas. T'en sors une pépite. Et puis... Donc c'est tout souvent ce que je conseille aux gens qui demandent des conseils sur l'écriture. Je dis, enregistrez toutes vos idées, même quand vous pensez que c'est de la merde sur le coup. Ça se trouve, il y a quelque chose à en tirer. C'est juste que sur le moment, on voit pas comment. Sur scène, vous jouez 3 batteries, basse, guitare, et harmonica donc. Mais il y a des arrangements. Tu ajoutes d'autres instruments. Oui, on est tous en plus dans le groupe, on est tous polyinstrumentistes, multi-instrumentistes. Donc on part d'une base, on enregistre live le trio, et ensuite on dit ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter, parce que on est tous, Romain est aussi guitariste, Didier il est batteur, percussionniste, mais aussi claviériste, guitariste, les chœurs. Donc on peut rajouter plein de choses après.
rencontrer, moi c'est pareil, je suis un peu touche à tout. Et même avant de les rencontrer, je faisais beaucoup de mes arrangements, tous mes arrangements moi-même. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, on peut vraiment, en partant d'une base, choisir tout ce qui va être vraiment pertinent pour la chanson. Je sais que des fois, j'écoute des albums de groupes qui ont composé d'énormément de membres, hein, par exemple 6-7 musiciens. Et donc, sur tous les albums, tu penses auquel, par exemple surtout. Ah bah je sais pas, mais je pense même dans les trucs très connus, tu vois, même si on parle de gens que j'aime bien qui ont enregistré tout avec leur groupe habituel entre guillemets. Et donc là, tu vas voir sur tous les morceaux déjà de base les instruments, les mêmes instruments que ce qui sont joués par tous les musiciens du groupe. Donc sur tous les morceaux, tu auras le clavier, sur tous les morceaux, tu auras, je sais pas moi, le violon ou l'accordéon, et puis après la guitare. Nous, quelque part, comme on n'a pas tout ça, peut-être l'avantage et l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on enregistre la base à 3 et après on peut se dire, ok, qu'est-ce qui manque ? Et on est capable, on a le savoir-faire à nous 3 pour rajouter tout ce qui manque. Donc, on sert à chaque fois vraiment la chanson. On va s'écouter un deuxième titre de Juju Vagabond, The Troubadours, ça s'appelle I Wanna Love You. Juju Vagabond and the Troubadours, merci pour ce morceau. On va la proposer à Springsteen, celle-là, non ? Ah, moi ça me va, hein, parce qu'il a une beaucoup plus grande audience que nous, donc moi, je pense que ça aidera à le faire connaître. On en parlait en off, moi j'entends l'album Nebraska quand j'entends ce morceau. Oui, carrément. Moi je suis une grande fan de Springsteen aussi. Le contraire m'eût étonné. Ouais. Et donc, puis en plus pour ce morceau, on a fait venir lui rendre faire un clin d'œil aussi. Cédric Coupez, le saxophoniste sur ce morceau. Et il joue sur 2-3 morceaux. On l'a invité en guest sur 2-3 morceaux de l'album. Tu m'as spoilé la question derrière. Donc vous avez donc un saxophoniste sur sur ce morceau. Donc raconte-moi un peu l'histoire. Oui, parce que Cédric, c'est quelqu'un avec qui j'ai joué dans un groupe, en l'occurrence de reprise, et j'ai tout de suite pensé à lui pour ce morceau, parce que c'est un morceau, depuis que je l'avais écrit, je voyais le saxophone dedans. Alors moi, je joue un petit peu de saxophone, mais pas assez bien vraiment pour le mettre sur l'album. Et j'ai tout de suite pensé à lui, j'ai demandé, et il a dit oui, ok, il était partant pour le faire, et le résultat est vraiment chouette. C'est un super saxophoniste. Très bon choix. Ouais. Et là, effectivement, ça sonne, dès que tu rajoutes un saxophone, ça sonne très Springsteen. C'est ce que j'allais dire. La musique de rue, le métro, les coins de rue, ça t'a appris quoi sur le live, en fait, que la salle ne peut pas t'enseigner Je pense que c'est hyper formateur, parce que ça prépare à toutes les situations. Il n'y a pas grand-chose qui te perturbe une fois que tu es à l'aise en rue. Parce que tu as tous les imprévus possibles, tu as tous les sons, tu as tous les bruits de la ville, tu as les gens qui t'interrompent, tu as le trafic, tu as la police aux trousses. Et donc, en fait, une fois que tu es à l'aise dans la rue... Ça t'est arrivé une paire de fois, ça. Comme tu en souris bien, j'ai l'impression qu'il t'est arrivé quelques mésaventures. De temps en temps, oui. Alors, raconte un peu si ça arrive. Non, mais je rigole. Non, ça arrive juste que des fois, ils viennent et ils disent, écoutez, non, vous pouvez pas faire ça, et pas sans autorisation, et puis voilà. Mais des fois, ils sont dans mon camp aussi. Hein. C'est arrivé qu'ils viennent me voir, je les vois arriver du coin de l'œil, ils attendent la fin de la chanson, ce qui est déjà plutôt bon signe. Et là, ils viennent me dire, bon, écoutez, il y a une commerçante qui s'est plainte et tout, mais en fait, en gros, elle est un peu chiante, quoi. Elle nous embête tout le temps. Elle dit, c'est très bien ce que vous faites, continuez, baissez juste un peu le son, ça lui fera les pieds. Donc des fois ils sont dans notre, faut pas croire, des fois ils sont de notre côté aussi, et puis des fois ils sont sympas, hein, je veux dire, en gros ils nous rappellent un peu à l'ordre et à la loi, mais eux c'est des êtres humains comme nous, et puis pour peu qu'ils aiment bien la musique aussi, ils disent bon, mais pour aujourd'hui continuez, nous c'est très bien, on va vous écouter et tout, mais revenez pas demain, quoi, parce que demain on sera obligé de vous mettre une amende. Mais voilà, non, des fois ils sont cool, hein. Après faut dire aussi que le folk c'est un genre qui crée une proximité particulière aussi avec le public, hein, tu le ressens comme ça. Ça se prête bien à la musique de rue déjà comme style, évidemment, parce que c'est vraiment l'essence même de cette musique. Et puis c'est pas agressif, donc je veux dire, c'est pas très intrusif même en rue, donc quand même, faut vraiment qu'il y ait des rabat-joie, mais il y en a, pour râler parce que tu chantes juste guitare-voix dans la rue, et si c'est de la qualité en plus. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, même quand les flics disent bon, oui, il faudrait peut-être demander autorisation, tout ça, mais en même temps c'est doux, ils voient bien que les gens aiment bien, apprécient, donc ça se passe bien la plupart. La rue en France c'est plus compliqué qu'ailleurs ? Non, pas forcément. Non, c'est même plus simple qu'ailleurs des fois, parce que justement on est moins rigide, c'est plus compliqué dans les pays comme je pense le côté flamand de la Belgique par exemple, l'Allemagne, la Hollande, où là justement ils ont plus de règles, et la police, je pense, les applique plus à la lettre.
Je pense que justement en France, on a au niveau de la police, la plupart du temps, ils sont flexibles et s'ils voient que ça se passe bien, que les gens aiment bien et que c'est bien fait, ils interviennent pas. Alors on va parler aussi des Troubadours parce que c'est Juju Vagabond and the Troubadours et à 3 sur scène du coup avec des sons numériques en renfort. Comment vous gérez l'espace, l'énergie? À limite, on n'a pas de son numérique en renfort, justement. Quand c'est sur scène, c'est vraiment route. Il y a vraiment ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est-à-dire, c'est basse, batterie, guitare pour l'instant. On verra bien. On cherche à étendre la formule si on peut rajouter Moi, je cherche un multi-instrumentiste. Quelqu'un qui pourra apporter une couleur différente selon les morceaux, justement. Clavier, deuxième guitare. Cédric, le saxophoniste, je pense qu'on invitera ponctuellement aussi à venir nous rejoindre en live. On l'a déjà fait 1 ou 2 fois. Donc, c'est sympa parce que sur quelques morceaux, ça vient apporter une couleur. Mais vraiment, ça reste brut dans l'esprit, vraiment folk rock. Il n'y a pas beaucoup d'artifices sur scène. Les instruments et l'électronique uniquement au pied, éventuellement sur les instrus. Oui, mais vraiment là, même pas pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de clic, il n'y a pas tout ça. Bon, c'est une discussion qu'on a des fois entre nous, dire qu'est-ce qu'on fait, on en rajoute ou pas. On est toujours tenté. Mais pour l'instant, on reste assez roots. Des dates ou des salles qui ont compté particulièrement dans votre parcours? Là évidemment c'était Rétro C'est Trop, on a fait une première partie aussi sur le grand concert de l'été à Mers-les-Bains l'été dernier. Donc ça a été vraiment des chouettes dates. Et là en solo, moi je sors ça continue, mais là sur les 3 premiers mois je sors de première partie du groupe des Goldmen, que je pense beaucoup de gens dans la région connaissent parce que c'est un groupe local, c'est un groupe du Nord. Et là tu as fait une bonne grande partie de tournée de Zénith. Et là, j'ai quasiment fait avec eux, grâce à eux, tous les Zéniths de France et salles similaires. Et ça, c'est toujours un pied à l'étrier de Ginger, en fait. Oui. Parce que dans la foulée, comme je sais qu'ils avaient bien aimé, ils m'ont proposé cette première partie, qui est une opportunité incroyable, puisqu'on a fait une 30aine de dates là depuis janvier, à raison de 3-4 dates par week-end. Et donc moi, je me retrouve. Alors c'est en solo, c'est pas avec les Troubadours, parce que pour des raisons logistiques, parce que ça se passe en tourbus. Chaque week-end avec le groupe, il n'y a pas la place. En fait, il n'y a juste pas la place dans le tourbus. Et puis sur scène, ce serait plus compliqué logistiquement aussi. Donc c'est en solo. Mais voilà, ça a été une 30aine de dates, 3-4 dates par week-end. Et moi, je me retrouve du coup à chaque fois devant 2500 à 3500 personnes en solo guitare-voix. Donc c'est une expérience extraordinaire. Et la première notamment, qui a dû être... Oui, la première, un petit peu d'appréhension. La première, la deuxième et la troisième, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Il y a dû y avoir un temps d'adaptation à ça. Quoi. Oui, voilà. La première, c'était au Cursal à Dunkerque. Pareil, 2500 personnes. Et là, Moi, j'avais jamais fait en intérieur et en solo d'aussi grandes scènes. Et ça a été le baptême du feu. Et en fait, il y a un peu d'appréhension avant, mais dès que je suis monté sur scène, j'ai retrouvé j'étais bien. J'ai retrouvé tous mes repères. Donc du coup, après, ça s'est bien passé. Puis là, maintenant, après une 30aine de dates, je suis rodé à l'exercice. Je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai réalisé que j'adore, que ça me plaît vraiment. La vie en tournée, la vie en tourbus, ça me convient. Donc c'est bien, ça m'a permis de mettre un pied à l'étrier. Le public des Hauts-de-France qui vous suit, vous sentez une vraie connexion locale? Le public des Hauts-de-France est toujours en plus un public chaleureux et enthousiaste. Donc oui, tout ce qui se passe dans le Nord se passe super bien. On va s'écouter un 3e titre de Juju Vagabond and the Troubadours, s'appelle Behind the Scenes. Riff and Jack avec JF. Behind the Scenes, Juju Vagabond and the Troubadours. Elle a aussi une histoire, cette chanson. Oui. Alors là, en l'occurrence, ça va être la première chanson qu'on va sortir. Vraiment, on en fait une vidéo. Et parce qu'elle s'appelle Behind the Scenes, c'est derrière le rideau, en coulisses, on va montrer un peu tous les extraits vidéo qu'on a fait pendant l'enregistrement de l'album. Donc c'est un peu dans les coulisses de l'album. Et parce qu'on a fait un crowdfunding aussi pour le financer, on va d'abord la sortir et un peu la mettre en exclusivité, l'envoyer à tous nos crowdfunders qu'on tient à remercier beaucoup pour le coup de pouce indispensable qu'on a eu. Et puis après, on la mettra pour tout le monde en ligne sur YouTube. Et alors, du coup, comment ça s'est passé ce tournage? Et du coup, ça s'est très bien passé. On a bloqué, c'était 4-5 jours vraiment comme ça en studio pour enregistrer toutes les bases, toutes les fondations en fait en live.
Et là maintenant, on continue d'y travailler à cet enregistrement, mais en faisant en rajoutant des pistes, en regardant un peu ces prémix qu'on a des chansons, cette base brute, et on dit ok, qu'est-ce qu'on peut y rajouter? Est-ce qu'on peut y rajouter Et donc sans spoiler, qu'est-ce qu'on y clavier. verra en fait globalement? Tu veux dire en termes d'instruments, en termes de... Oui, en plus de la base, des fois on rajoute des pistes de clavier, des cordes, des cuivres, des secondes guitares, des choses comme ça. On vient... Et on essaie de trouver qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui sert la chanson, qu'est-ce qui la met en valeur. Et c'est une partie très agréable du travail. C'est peut-être une des plus chouettes parties, ça. Quand c'est un peu les touches finales, les décorations. Le gros du travail est fait, puis en fait, c'est la partie fun. C'est de dire, tiens, là, est-ce qu'on rajouterait pas un petit arpège, un solo, une nappe d'orgue C'est très, très sympa. Par contre, c'est aussi une période où il faut savoir dire stop. Se dire, là, voilà, c'est bon, on a assez pour cette chanson, pour ce titre-là, on s'arrête là. On est toujours tenté, on peut toujours en faire plus. Il y a des titres qui prennent une autre dimension aussi sur scène par rapport au studio, parce que parce que j'imagine que vous travaillez en studio parfois, le rendu est complètement différent. Oui. Du coup, vous redonnez une autre dimension. Comment ça se passe? Oui. Là, d'ailleurs, on a en ce moment un dilemme avec une des chansons. On est en train d'y travailler, on y retravaille, on y revient. On essaie de trouver le bon angle. C'est une chanson qui marche très bien en live. Pour l'instant, on a du mal à être satisfait en studio. Ou en tout cas... vaut mieux que ce soit pas l'inverse. Donc, oui. Donc voilà, donc on est en train d'essayer de voir comment on peut faire en sorte qu'elle s'intègre mieux au reste de l'album, dans l'esprit. Donc oui, forcément le rendu, l'énergie est pas la même en live. Cela dit, c'est aussi pour ça qu'on a essayé d'enregistrer en studio quand même en direct les bases des morceaux pour garder l'énergie. Votre choix. Plutôt que de vraiment faire... Parce que c'est vrai que les gens savent pas toujours comment un album est enregistré, mais on peut s'enregistrer en piste par piste, c'est-à-dire que on va d'abord enregistrer la batterie, puis la basse, puis la guitare, tout un peu en couches successives comme ça. Ou alors on est tous dans la même pièce, on enregistre à l'ancienne un petit peu, et on enregistre on joue nos instruments et on fait tout en direct. En même temps en live. Et ça n'empêche pas qu'après on peut rajouter des pistes après coup en disant tiens, alors on va rajouter un clavier ou quelque chose. Et le rapport justement matériel sur scène, guitare, sono, retour, c'est un sujet pour vous? Tu veux dire dans quel sens? Votre organisation sur scène, la disposition du matériel, tout ça, vous y attachez forcément une importance particulière? Là, ça va parce qu'on est... Oui, bien sûr, c'est important. Pour l'instant, on a relativement peu de matériel sur scène puisque on n'a pas 15 000 instruments. On reste sur une formule pour l'instant assez directe, assez simple. Donc moi, j'ai quelques guitares. J'ai des guitares électriques, j'ai des guitares acoustiques. Dont ma Tanguy, ma guitare This Machine Travels, là, celle avec le logo. Mais comme Romain et Didier, fondamentalement, c'est un peu la frustration qu'on a parce que Didier, en plus, est percussionniste, c'est un super percussionniste. Mais sur scène, il est à la batterie. Donc, on ne peut pas rajouter toutes les percussions qu'on rajoute là sur l'album. Parce que c'est quelqu'un qui joue aussi du vibraphone, qui joue 15 000 percussions. Peut-être qu'un jour, si le projet grandit, le type de scène que l'on fait grandit et qu'on peut embaucher d'autres personnes, on pourra étendre à d'autres musiciens et vraiment enrichir la prestation scénique. Vous avez déjà joué dans des conditions vraiment improbables, en tournée, en voyage? Improbable. Merdique, oui. Improbable, je sais pas. Merdique, c'est improbable, quelque part. Mais des fois, c'est toujours aléatoire. Chaque endroit est différent. C'est plus facile quand tu as un certain contrôle sur ton son, que tu peux avoir ton propre ingé son, plutôt que c'est vrai qu'il y a certaines scènes que tu fais, tu es un peu à la merci de la sono locale et de l'ingé son local. Et donc, des fois, c'est le son, il est ce qu'il est, ou le matériel sur place, il est ce qu'il est. C'est vrai que si après on prend du galon et qu'on fait des scènes un peu plus sympas, on aura sûrement aussi un son toujours un peu plus qualitatif. Mais vraiment improbable, là, je sais pas, comme ça. Non, je dirais que la plupart du temps, ça se passe bien. Tu vois, Vous avez des collaborations en vue avec d'autres artistes, d'autres univers? Collaboration, non, là comme ça, pas spécialement. Comme je disais, nous, on essaie plutôt de voir un peu les personnes qui peuvent venir se greffer au projet. Et être dans l'esprit. Ouais. Je crois qu'on va garder à l'avenir, l'idée est probablement qu'on garde notre base à 3 et que ponctuellement on puisse avoir un peu des intervenants récurrents comme ça, comme Cédric là au saxophone, qui je pense va de façon plus ou moins intégrer le projet quand on peut le faire venir sur une date. On essaie de trouver des gens qu'on va vont pouvoir venir nourrir ponctuellement le projet en live notamment. Comment vous voyez d'ici 2-3 ans?
On espère, on espère avoir de plus en plus de gens qui nous suivent, une plus grande reconnaissance. On va voir l'album, on ne sait pas trop. Tu vois, on va envoyer quelques chansons, quelques singles de l'album. On va essayer d'inonder les radios, en tout cas de faire en sorte que les radios le diffusent, comme vous, comme d'autres, nous donnent une chance de montrer ces morceaux. Et on espère qu'en ricochet de ça, peut-être ça pourra intéresser des professionnels du milieu pour nous faire jouer ou nous faire tourner. On va voir la collaboration avec Ginger, comment ça se passe. On espère aller loin aussi avec eux. Et puis, et que donc ça débouche sur des premières parties sympas, sur des festivals, sur des... Voilà, qu'on prenne un peu du galon, quoi. Bon. Et si quelqu'un vous découvre ce soir, par quel titre vous lui demandez de commencer ? Pour diffuser, je pense que là, la chanson I Wanna Love You, qu'on écoutait avant, peut être assez sympa comme single. Je pense que c'est un des singles qu'on va extraire de l'album. Puis on en a un ou deux autres aussi. Je pense que la chanson Behind the Scenes là, qu'on vient d'écouter aussi se prête bien. Je pense I Wanna Love You dans un premier temps. Et puis voilà, on a d'autres titres qui arrivent là, qui vont être assez sympas aussi pour la radio. Le booking, la visibilité, le financement, c'est quoi le plus dur à gérer finalement en indépendant comme ça? Tout, le booking, ça prend, quand c'est pas fait par quelqu'un d'autre, ça prend énormément de temps. C'est un boulot extrêmement ingrat. Et là, vous gérez tout à votre niveau? Là, pour l'instant, forcément. Oui. Sauf les dates qu'on a via Ginger Productions. Là, pour le coup, où là, c'est bien. Ça, c'est le meilleur scénario parce que c'est des chouettes scènes. Et puis voilà, nous, ce qu'on a à faire, c'est notre travail de musicien. Dans ce cas-là, c'est venir jouer, faire notre musique au mieux qu'on sait le faire. Le reste est pris en charge par des professionnels qui savent ce qu'ils font. Donc ça, c'est confortable. C'est évidemment le meilleur scénario. Mais sinon, oui, le reste, c'est passer énormément de temps à démarcher, à prospecter. Et ça prend énormément de temps et d'énergie. Ça, j'aimerais à l'avenir en faire le moins possible. Forcément. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent, en particulier de votre musique ? Déjà, on espère que c'est des chansons qui vont leur apporter... Parce que la musique, c'est thérapeutique, ça leur fasse du bien, que ce soit des chansons qu'ils ont envie de réécouter, qui intègrent leur playlist. Moi, quand il y a des gens qui me disent tous les matins, j'écoute telle chanson et ça me donne le boost pour démarrer la journée, il n'y a pas de meilleure récompense finalement à ça. Donc voilà, que ça fasse partie de leur vie, que ce soit important pour eux comme ça l'est pour nous, et puis qu'après qu'on se retrouve en concert et qu'on partage ces moments ensemble en direct. Un conseil à un jeune groupe folk qui démarre aujourd'hui dans la région ? Faut se montrer au maximum, jouer un maximum, moi c'est vraiment ça, parce que et puis de toute façon, on candidater à tout ce que l'on peut candidater, tous les tremplins, les concours, etc. En espérant qu'à un moment donné, de rencontrer, que ça tombe dans les bonnes oreilles aussi de gens qui peuvent filer un coup de pouce. Mais il faut jouer, au max. Riff & Jack avec JF. Merci Juju d'être venu partager ton univers avec celui des Troubadours dans Riff & Jack. Merci Jeff. C'est un projet folk, sincère et voyageur, construit au fil des routes et des rencontres, avec une voix et des mélodies qui restent bien en tête. Des projets ? Des projets, sortir l'album, éditer des vidéos, on va tourner un ou deux clips. Et quelques dates. Et des dates de concert évidemment. Qu'on va suivre avec... Et puis après, on passera au deuxième. On va suivre ça avec attention et on invite nos éditeurs à suivre Juju Vagabond sur Instagram, Facebook, YouTube et allez les voir surtout sur scène. Riff & Jack touche à sa fin. Merci à vous, merci à tous les artistes et à ceux qui font vivre la culture locale. Un grand merci à Monsieur Ben qui est aux manettes de cette émission. Et à 20h, vous retrouverez la radio show des DigiJoss. Avant ça, on s'écoute un dernier titre de Juju Vagabond and the Troubadours, s'appelle For All My Maybes.